Nous entrons donc dans la discussion préalable à cette série de questions. Monsieur Denis Baupin, pour le groupe Écolo, et pour 10 minutes. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si notre groupe a proposé ce débat cet après-midi, c'est parce que, bien évidemment, la France accueillera à la fin de cette année la COP 21 sur le climat et que c'est un rendez-vous extrêmement important. Il n'a échappé à personne que l'année 2014 a été l'année la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée en termes de température sur l'ensemble du globe. Les rapports du GIEC qui interviennent tous les 4 ans sont chaque fois plus inquiétants en ce qui concerne l'évolution du climat. Cette semaine encore, les États insulaires ont lancé un appel à l'aide assez dramatique sur la situation dans laquelle ils sont et les angoisses qui sont les leurs, à la fois en ce qui concerne la montée des eaux, mais aussi l'accumulation des phénomènes climatiques extrêmes. Nous sommes donc face à un défi qui est sans doute le plus grave que l'humanité n'ait jamais rencontré. Alors on était plutôt un peu optimiste il y a quelques mois lorsque un accord historique avait été conclu entre la Chine et les États-Unis, non pas par l'ambition, mais par le fait que ces deux grands États, les deux plus principaux pollueurs en matière de gaz à effet de serre, s'étaient mis d'accord pour changer de position et pour s'inscrire enfin dans une logique beaucoup plus positive sur la lutte contre le dérèglement climatique. Est intervenu aussi le paquet climat-énergie européen, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, qui montrait la volonté de l'Europe, là aussi, de s'inscrire dans la volonté d'un succès à cette conférence parisienne. Malgré tout, il faut bien le constater aujourd'hui, alors que nous sommes maintenant à quelques mois de cette conférence, alors qu'il était prévu que la majorité des États rendent leur contribution sur la diminution de leurs gaz à effet de serre au 31 mars, seuls 33 pays sur 195 ont rendu leur copie et nous sommes donc dans une situation qui peut paraître relativement inquiétante. Et d'ailleurs, Nicolas Stern, aujourd'hui même, a alerté lui aussi sur le fait que nous ne sommes pas aujourd'hui à la hauteur. Il y a de nombreux sujets qui restent à résoudre d'ici la conférence. Le caractère juridique d'un accord éventuel, la question des financements, l'ambition qui sera celle des États en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la façon dont nous pourrons réviser dans le temps ces ambitions, la question de l'adaptation face au dérèglement climatique, et puis la question des transferts de technologies, pour faire en sorte que l'ensemble des pays, notamment les pays les moins avancés, puissent bénéficier de technologies les plus performantes en matière de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables. Je veux le dire ici, de notre point de vue, la position de l'Europe reste encore trop timorée. Alors même que notre continent a été à la pointe des combats par rapport aux conférences climatiques, on a aujourd'hui un accord qui, au niveau des pays européens, finalement, est le plus petit dénominateur commun. Un objectif de 40% à l'horizon 2030, alors même qu'il y a à peu près une dizaine d'années, on était prêt à aller jusqu'à 30% en 2020, c'est finalement un effort relativement limité. Un engagement d'aller à 27% d'énergie renouvelable en 2030 sans déclinaison de cet accord au niveau de chacun des États, c'est finalement un ralentissement de l'effort par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Un objectif de 27% d'efficacité énergétique qui n'est même pas contraignant et qui n'est même pas décliné entre les États, là encore, c'est un objectif qui est un objectif limité. Il faut bien le constater donc aujourd'hui, alors que des quasi-continents comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Inde, comme la Russie ont des politiques homogènes d'un point de vue énergétique, l'Union européenne continue d'avoir 28 politiques énergétiques chacun de son côté. Et ce n'est pas étonnant dans ces conditions que l'Europe continue de se faire tailler des croupières par l'ensemble des autres pays, notamment en matière de transition énergétique. Et nous avons des craintes dans le débat européen qui s'engage sur la politique énergétique, c'est qu'on aille encore plus dans le retour vers les États, vers le retour des politiques au niveau des États-nations. Et donc, nous nous disons clairement que l'Europe ne peut pas passer à côté d'une révolution qui est en train de se mettre en place au niveau planétaire, qui est une révolution dans la maîtrise des consommations d'énergie, mais aussi une révolution totale en matière de production d'énergie et notamment en matière de développement des énergies renouvelables. Il faut le savoir, mes chers collègues, 2/3 des investissements en matière de production d'électricité en 2014 ont été faits dans le domaine des énergies renouvelables. C'est là-dedans que nous devons mettre notre énergie prioritairement. Et puis, c'est le développement du numérique.
le développement du numérique qui permettra réellement de combiner consommation et production de façon à passer les différentes variations potentielles, à la fois dans la production pour les énergies qui sont dites intermittentes, mais aussi dans la consommation dans un pays comme le nôtre qui est très dépendant du climat en ce qui concerne sa consommation énergétique. Et donc c'est la raison pour laquelle nous le disons, puisque nous parlons aujourd'hui de politique européenne, il faut que le plan Juncker affecte la grande majorité de ses objectifs en matière financière à investir dans le domaine de la transition énergétique. Mais je veux le dire aussi, parce que nous sommes la France et que nous accueillerons donc cette conférence, notre pays doit se libérer de ses œillères. Non, contrairement à ce qu'on dit ici ou là, nous n'avons pas en France aujourd'hui une industrie nucléaire dont l'excellence, puisque c'est le mot qui est à la mode, serait vantée à travers le monde. Regardons la situation d'Areva. Un déficit de 5 milliards d'euros sur une seule année, un fiasco industriel, économique, commercial, qui va coûter très cher aux contribuables. L'EPR, un désastre en matière de budget, multiplié par 3, en matière de délai, multiplié par 2, et tout le monde le sait maintenant, la cuve qui a été installée dans cette EPR qui ne serait pas conforme aux réglementations en matière de sûreté. Il suffit de lire la tribune il y a quelques jours du directeur général d'Areva qui explique que non, le problème, ce n'est pas la cuve, ce n'est pas Areva, mais finalement, c'est la réglementation, pour se dire qu'on est vraiment dans une situation pathétique par rapport à ce projet qui était censé être le symbole du développement du nucléaire à travers le monde. Finalement, d'ailleurs, on peut se dire que l'EPR, qui se vantait de pouvoir être le réacteur le plus sûr du monde, finalement, va peut-être l'être, parce que c'est finalement un réacteur qui n'ouvrira jamais, nulle part, jamais, et donc qui finalement ne mettra jamais aucune radioactivité. Donc de ce point de vue, il pourrait être le réacteur le plus sûr du monde. Mais, trêve de plaisanterie, regardons la situation. On ne sait donc pas ouvrir de nouvelles centrales. Nous avons un parc nucléaire qui est en fin de vie. Un président de l'autorité de sûreté nucléaire qui a dit que la prolongation de ces réacteurs n'était nullement acquise, que nous étions face à un mur d'investissement et qu'on n'était pas sûr que finalement EDF soit en capacité de faire face à l'ampleur des chantiers qui sont à venir pour faire en sorte de remettre aux normes ces réacteurs. Des doutes très importants sur la cuve de Flamanville, une sûreté qui est jugée tout juste satisfaisante par l'autorité de sûreté nucléaire et des inquiétudes face à Areva, à la situation des usines parmi les plus dangereuses au monde, dans une entreprise qui finalement aujourd'hui fait face à des restructurations industrielles et en termes de personnel. Et donc on a un business model globalement du nucléaire qui est en train de s'écrouler au moment même où ce sont les énergies renouvelables qui voient, eux, leur prix chuter et qui sont en plein développement. Alors, face à cette situation, il faut regarder vraiment avec ambition la situation dans laquelle nous pouvons nous retrouver en tant que France, en tant que pays développant une technologie et des capacités pour ce qui est du développement des énergies renouvelables. La chute du prix du solaire est impressionnante à travers le monde. Et c'est une solution qui va devenir une solution pertinente dans de très nombreux pays, et qui est aujourd'hui une solution qui est très compétitive. Et d'ailleurs, il suffit de lire ce que peut dire Jean-Louis Borloo, par exemple, aujourd'hui, sur le développement du solaire en Afrique, et dans lequel il mise de façon très importante pour aider ce continent à sauver sa situation en matière de développement. Et donc, dans beaucoup de pays aujourd'hui, nous avons un prix de développement du solaire qui est devenu inférieur au développement des énergies fossiles, et cet effet de masse, évidemment, va contribuer à la chute des prix. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons en tant qu'écologistes, c'est des institutions comme Bloomberg, comme les grandes banques internationales, comme Total, comme GDF Suez. Et donc il est temps que la France passe à un plan B. Il faut abandonner le vieux Minitel que constitue le nucléaire au moment où tout le monde est en train de passer à Internet, ce que constituent les énergies renouvelables. Et ce plan B, il a été fourni par l'ADEME. L'ADEME qui a publié il y a quelques jours un plan qui permet de montrer qu'il est possible de passer à 100% d'énergie renouvelable en 2050. S'il est venu confirmer ce que Negawatt avait dit quelques années auparavant. C'est une étude très sérieuse, avec un comité de pilotage, une revue par les pairs, qui ont montré dans quelles conditions on pouvait développer la situation à 100% de l'ENR en 2050, et qui montre que le potentiel accessible d'énergie renouvelable est aujourd'hui en France triple de les besoins totaux de notre pays. Alors donc 100% c'est possible, et en plus c'est pas cher, c'est même moins cher que le nucléaire, puisque les scénarios qui ont été choisis dans cette étude de l'ADEME sont pris sur une base du coût du nucléaire à 80 € du mégawattheure, alors même que les scénarios de la DGEC
prévoit aujourd'hui un coût de 90 € du mégawattheure. Donc on voit bien que les scénarios de l'ADEME sont très prudents dans la comparaison et montrent qu'il est possible donc de passer à 100% d'énergie renouvelable en France à l'horizon 2050 à un coût qui soit un coût inférieur à celui du maintien du nucléaire. Alors cet objectif, il est compatible avec la loi de transition énergétique, mais maintenant il faut que concrètement on passe aux actes. Ça veut dire qu'il faut un plan de maîtrise de l'énergie dans le domaine du bâtiment, de la mobilité, de l'industrie, de la consommation. Il faut une volonté importante pour développer les énergies renouvelables, la simplification, le financement, les innovations sur lesquelles on a aujourd'hui des sociétés qui sont en pointe aujourd'hui en France, y compris le CEA, et puis le développement du numérique et du stockage. Et dans les solutions du stockage en matière d'électricité, les annonces qui ont été faites ce week-end, par exemple par Tesla, montrent qu'on a des capacités aujourd'hui à développer le stockage d'électricité à des coûts qui rendent la chose extrêmement peu coûteuse et donc compétitive. Et donc il faudra fixer cette orientation dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il ne faut pas qu'on ait une PPE qui soit simplement au fil du temps. Il faut une PPE ambitieuse qui nous donne réellement une ligne de conduite par rapport à cet objectif de 100% de renouvelables en 2050. Mais il faut donner aussi cet objectif à nos entreprises publiques. Il faut le faire auprès d'EDF. Pour commencer, il faut une feuille de route pour EDF, cette entreprise quasiment 100% publique française, et qu'il ne faut surtout pas, évidemment, de lui donner le rôle d'essayer de sauver Areva et d'entraîner finalement EDF dans la chute d'Areva, mais au contraire orienter EDF clairement dans la transition énergétique. De la même façon, Areva vers le démantèlement des réacteurs nucléaires et le développement des énergies renouvelables, c'est ce qu'il a commencé à faire d'ailleurs avec l'éolien offshore, le faire avec GDF Suez, qui est devenu Engie maintenant et qui a commencé à s'orienter clairement vers la transition énergétique, mais aussi ERDF, RTE, GRDF, GRT Gaz, toutes ces entreprises publiques doivent être orientées vers la transition énergétique. Mais aussi Renault et Peugeot, ce sont des constructeurs automobiles. Il faut qu'ils construisent des véhicules aujourd'hui plus sobres et moins polluants. Il faut que l'État donne une feuille de route, ce que Barack Obama a su faire avec les constructeurs automobiles américains lorsqu'il est intervenu pour les soutenir. Il leur a fixé une ligne de route. Je termine, Monsieur le Président, en citant deux entreprises qui vous sont chères, Monsieur le Ministre, la RATP et la SNCF. Là aussi, nous devons fixer des feuilles de route qui permettent que ces entreprises soient encore plus efficaces en matière de transition énergétique, plus d'offres, mais aussi l'utilisation de véhicules qui soient des véhicules plus propres. Je pense notamment, évidemment, à la RATP et notamment à ces bus qui circulent dans notre région Île-de-France. Et donc, il faut qu'on envoie ce signal de façon très forte aujourd'hui. Il n'est pas normal que les jeunes ingénieurs qui arrivent aujourd'hui et qui ont envie de se déployer dans le domaine des énergies renouvelables soient obligés d'émigrer. Et c'est aujourd'hui les emplois d'aujourd'hui et les emplois de demain qui se jouent dans cette transition énergétique. C'est un levier économique majeur. Et donc, oui, nous sommes favorables à ce que la France joue un rôle d'excellence, mais qu'elle joue un rôle d'excellence dans les énergies d'avenir. Merci. Merci, Monsieur Baupin.